C'est coupé le son et il nous entend pas. Si, j'entends. Super. Euh, oui, bonsoir à vous toutes et tous. On tenait à saluer la présence de notre amie Cyrine Gardès, qui est, comment dirais-je, qui est une chercheuse sociologue, doctorante à Sciences Po Paris et qui a fait un travail sur nous autres, les essentiels et les invisibles du secteur social et médico-social, qui se sont inscrits dans le PCA, le plan de continuité de l'activité, en période de crise sanitaire, qui ont été les premières lignes pour s'occuper d'humains fragilisés dans des conditions extrêmement difficiles, pour certains d'entre nous au péril de leur vie. Certains d'entre elles et d'entre eux sont décédés. Et du coup, ça nous semblait important aujourd'hui d'animer cette réunion qui ne se déroule pas hors du temps et de l'espace. Cette réunion ne se déroule pas hors du temps et de l'espace parce que vient de se tenir une grande messe diligentée par le Premier ministre, M. Castex, qui était la conférence des métiers du social et du médico-social, les métiers de l'accompagnement. Dans cette situation, le gouvernement a souhaité annoncer que les grands oubliés du Ségur, ceux qui se battent depuis juillet 2020, pourraient en partie seulement être éligibles à la revalorisation salariale 183 € pour toutes et tous. En sachant que 183, à quoi ça correspond? Ça correspond en fait à une bouée de sauvetage de salariés qui sont sous l'eau, qui sont sous le niveau de la ligne de flottaison, puisque les minima conventionnels sont largement, pour partie d'entre eux, pour les premiers, deuxième et troisième échelons, en dessous du SMIC. Donc ça, c'est une première chose à dire. C'est-à-dire que l'indigence salariale, l'affront salarial pour les professionnels du secteur social et médico-social est connu. Il se chiffre à 2 centimes. 2 centimes, ce n'est même pas en année pleine, c'est simplement pour février à décembre 2021, c'est-à-dire que de manière fastueuse, le point d'indice passe de 3,80 à 3,82 centimes. Voilà. Ça, c'est la considération que le gouvernement ultralibéral porte à la République sociale que nous incarnons. Et non content de nous avoir exclus depuis juillet 2020 de l'éligibilité au Ségur de la santé et de la revalorisation salariale, sur le bord du chemin, il laisse 240 000 salariés sur le carreau. 240 000 salariés, c'est-à-dire c'est les nôtres, ce sont les maîtresses de maison, ce sont les surveillants de nuit, ce sont tous nos collègues des services administratifs, dits les fonctions support. Et cette affaire-là est d'une violence sociale inouïe. Une fois encore, les pouvoirs publics n'ont rien compris aux besoins du secteur social et médico-social. Je rappelle que ce gouvernement n'avait pas de secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Il a découvert la protection de l'enfance à mi-mandat et a donc désigné Adrien Taquet comme secrétaire d'État. Je rappelle que ce gouvernement a sciemment et délibérément renoncé au plan Solidarité Grand Âge. Le plan Solidarité Grand Âge réalisé par le ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy, Philippe Bas, disait de manière très simple et assez humble que pour arriver au niveau de l'Allemagne, rien que pour le secteur de la personne âgée et du grand âge, il fallait 300 000 salariés et 13 milliards. Les avons-nous? Absolument pas. Là, le gouvernement entend mettre sur la table 500 millions d'euros, alors que nous revendiquons le financement du secteur social et médico-social à la hauteur des besoins de la population et des plus vulnérables d'entre nous, les personnes les plus fragilisées, c'est-à-dire prendre soin de l'humain fragilisé. Voilà. Et nous n'avons pas les moyens de protéger comme on souhaiterait pouvoir le faire dans la protection de l'enfance ou dans le champ du handicap, de l'enfant à l'adulte, voire à la personne handicapée vieillissante. Ça, c'est une première chose. Mais non content d'exclure 240 000 des nôtres, le gouvernement
a dit que ça se paierait au prix exorbitant de la disparition programmée des conventions collectives historiques du secteur, la Convention 51 et la Convention du 15 mars 1966. Ça veut dire que le gouvernement, avec la Confédération des employeurs Access, FEAB, Nexem, Croix-Rouge, entend mettre à bas 70 ans de conquête sociale et de négociations paritaires et de paritarisme. C'est dans ce contexte extrêmement terrifiant pour notre secteur que nous avons souhaité alerter et inviter Cyrine Gardès. Pourquoi ? Parce que nous considérons, à l'inverse des populistes, que la connaissance, le savoir universitaire est extrêmement important, est un outil d'émancipation et de compréhension. Fernand Pelloutier, qui fonde les bourses du travail, dit ceci: il faut instruire pour révolter. Ce qui manque à l'ouvrier, c'est la science de son propre malheur. Et de son regard de scientifique et de sociologue, Cyrine Gardès, humblement, va essayer de nous expliquer un petit peu ce à quoi on a été confrontés, les témoignages des nôtres, restituer une parole d'authenticité et de science dans un monde de la certitude libérale, de l'arrogance des parvenus, de la violence des tout-puissants. Et vous avez bien compris que notre courant de pensée, notre courant syndicaliste et fédéraliste, à Force ouvrière, Action sociale Ille-et-Vilaine, on est résolument à contre-courant. Et c'est la dignité des femmes et des hommes de notre secteur que d'être à contre-courant, étant entendu que seuls les poissons morts suivent le courant. Et nous ne sommes pas des poissons morts, nous continuons de bouger. On le fera encore le 17 mars prochain dans la rue et dans la grève pour revendiquer l'égalité salariale, tous métiers confondus, pour toutes et tous. Voilà ce je voulais dire en propos introductifs. J'ai oublié de me présenter, donc je suis Jacques Talec, j'ai 56 ans, quelques dizaines d'années de militantisme ouvrier au compteur. Je suis éducateur spécialisé dans la protection de l'enfance et nous continuerons à faire des conférences ouvrières, populaires et syndicales pour alerter les collègues, les professionnels et les employeurs sur ce qu'on vit dans la vraie vie et en postulant que l'océan de malheur et l'océan d'inégalité sociale n'est pas une fatalité et que par le biais de l'action directe économique et l'action syndicale, on a la prétention de vouloir faire bouger les lignes et de faire entendre la voix des sans-voix. Et sans plus tarder, je ne monopolise pas la parole et je passe la parole à Cyrine qui a fait le déplacement de Paris pour être à notre côté. Et encore une fois, je leur remercie. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction et merci de l'invitation. Donc effectivement, moi je m'appelle Cyrine, je suis sociologue, actuellement chercheuse non titulaire à Sciences Po Paris. Peut-être pour préciser, je suis sociologue du travail et je m'inscris plus généralement dans une sociologie qui est attentive à la question des inégalités et à comment le travail contribue à produire et reproduire ces inégalités. Donc je suis venue ici pour présenter quelques-uns des résultats d'une recherche que j'ai conduite l'année dernière sur la pandémie. Alors ce sont des recherches que je conduis depuis septembre 2020, que je prolonge effectivement ici grâce à l'UD sur le secteur médico-social. Mais aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est d'une recherche que j'ai conduite l'année dernière auprès de deux catégories de métiers. Les employés de la grande distribution, notamment les hôtesses de caisse, et les employés de la logistique. Mais je vais revenir juste après sur ce groupe. Du coup, voilà, le point de départ de cette recherche, c'est le premier confinement, qui a quelque chose de sidérant, d'inédit, parce que ça change très profondément le cours de nos existences. Alors évidemment, parce qu'il s'agit de quelque chose de nouveau, qui confronte à notre vulnérabilité collective face à la pandémie, face à la mort. Et c'est aussi parce que, en tout cas c'est ce que je défends, la pandémie et les
politiques surtout qui ont été mises en œuvre pour l'endiguer ont changé quelque chose au travail et ont changé nos positions vis-à-vis du travail. On a des salariés qui continuent de se rendre sur leur lieu de travail, quelles que soient les restrictions, avec au départ zéro protection. On a des salariés qui voient leurs activités s'arrêter temporairement, qui rentrent sous le régime du chômage partiel. On a encore d'autres salariés qui sont enjoints à travailler à distance avec un basculement sans précédent d'une partie du salariat dans le télétravail. Donc on a une pandémie qui modifie très profondément notre expérience du travail, quelle que soit la catégorie où on se situe finalement. Et à chaque situation professionnelle va correspondre une expérience très différente de la crise sanitaire. Peut-être pour donner des chiffres, la DARES, qui est la division statistique du ministère du Travail, estime au 31 mars 2020 que la France se scinde en 4 quarts. Un quart de salariés en télétravail, un quart de salariés en chômage partiel, un quart de salariés travaillant sur site et un quart de situations autres comme donc, les arrêts de travail qui ont été pris à ce moment-là pour garder les enfants ou en congé. Donc 4 quarts qui vivent des choses potentiellement très différentes. Ce qui montre au passage que voilà, le travail est vraiment un enjeu central pour comprendre la pandémie. Après, effectivement, cette nouvelle partition du social, elle est nouvelle et en même temps pas tant. Quand les appareils statistiques finissent par nous donner cette information, on comprend que le télétravail, alors, n'a pas concerné uniquement des cadres, mais a beaucoup concerné des cadres. Tandis que les ouvrières, les ouvriers, les employés ont surtout été concernés par 2 grandes modalités de travail, soit le chômage partiel, soit le travail sur site. Donc ce que je vais essayer de montrer ici, c'est qu'il n'y a pas une crise sanitaire, mais des crises sanitaires, ou plutôt des expériences socialement différenciées de la crise sanitaire en fonction de la position socio-professionnelle. Alors au moment du premier confinement, donc qui est le moment où moi je réfléchis à ce projet de recherche, que je mettrai en œuvre qu'en septembre, on fait plusieurs constats extrêmement paradoxaux. On voit émerger dans le débat public toute une discussion sur la valeur et l'utilité sociale des métiers. On voit émerger une nouvelle catégorie, la catégorie des salariés essentiels, qui est encensée, qui est présente dans le discours politique, dans le discours médiatique, qui est parfois applaudie à 20h. Le pays découvre qu'il y a des salariés dont l'utilité sociale est forte, dont la contribution au fonctionnement de la société est indispensable, mais qui comptent parmi les fractions les moins bien rémunérées du salariat, qui ont des conditions de travail et d'emploi relativement dégradées et qui souffrent globalement d'un manque de reconnaissance matérielle et symbolique de leur travail. Et dans le même temps, moi en tout cas c'est le constat que je fais à cette époque-là, je trouve que cette catégorie elle est très mal représentée dans les médias. On parle d'elle sans qu'elle ne parle d'elle-même en réalité. Par ailleurs, on va aussi trouver dans les médias notamment une très forte médiatisation des expériences d'enfermement, de repli dans l'espace domestique, de télétravail, qui vont concentrer l'attention, alors à la fois médiatique, mais aussi à la fois scientifique. Et là, je parle comme sociologue, effectivement, on a énormément de recherches qui se font sur le télétravail, parce que effectivement, c'est un bouleversement absolu. Mais ça m'a semblé laisser dans l'ombre une autre expérience de la crise sanitaire, qui est celle de celles et ceux qu'on a appelés les salariés essentiels. Donc ce qui m'intéresse d'emblée dans le commencement de cette recherche, c'est de travailler à critiquer cette idée qu'on aurait tous vécu le même confinement avec les mêmes conséquences sur nos vies. Le virus, la pandémie ne traverse pas la société de manière indifférenciée, elle ne touche pas les gens de manière aléatoire. On ne peut pas ignorer les hiérarchies sur lesquelles cette société se fonde et la pandémie va venir s'articuler en fait à ces hiérarchies. Et ça va passer par le travail. Peut-être pour dire quand même un mot du télétravail, parce que je ne suis pas en train de dire que le télétravail, ça a été la joie, loin s'en faut. Effectivement, les études montrent que le télétravail engendre des transformations majeures dans le quotidien des salariés. Pour citer quelques exemples, on sait que le télétravail engendre un brouillage des frontières entre différentes sphères d'activité sociale qui sont généralement plutôt séparées, donc entre vie professionnelle et vie privée notamment. Donc le télétravail tend très fortement l'articulation des temps sociaux, en particulier pour les femmes, en particulier donc effectivement pour les femmes cadres et professions intermédiaires qui ont été concernées massivement par cette modalité du travail.
Ça a provoqué dans beaucoup de ces situations professionnelles des pertes de sens au travail et des situations de mal-être. Donc tout ça, c'est quelque chose qui sont des résultats qu'on a des études statistiques qui se font sur cette modalité du travail. Donc évidemment, tout ça explique à raison qu'on s'intéresse beaucoup au télétravail. Néanmoins, il ne faut pas laisser dans l'ombre les autres expériences de la crise sanitaire, et notamment celles des travailleuses et travailleurs du bas de l'échelle, notamment celles et ceux qui ont continué de travailler sur site. Alors pourquoi je me suis intéressée à cette expérience-là de la crise sanitaire ? Parce que même si l'activité des salariés qui ont travaillé sur site semble avoir été continue, elle a subi de profondes modifications, de profondes transformations dont certaines s'inscrivent dans des tendances de fond. Mais enfin, moi, le constat que j'en fais, c'est que ça accroît ce qu'on appelle en sociologie les effets de la domination dans le travail. Le travail est devenu extrêmement contraignant pour ces personnes-là également. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut documenter, c'est quelque chose qu'il faut rendre visible. Il y a aussi la question de la médiatisation qui est intéressante. Qu'est-ce que ça fait à ces salariés d'être soudainement sous le feu des projecteurs, d'être soudainement qualifiés d'essentiels ? Est-ce que ça change quelque chose à leur rapport au travail ou pas ? Bon, ça, c'était des questions que je me posais. Et peut-être le point le plus important, mais on en a déjà parlé, c'est effectivement que cette médiatisation, elle s'est faite sans elles, sans eux. Et l'idée de cette recherche, c'était aussi de rétablir une forme de balance et de rendre visible en fait, ces expériences-là en allant chercher des témoignages directs de salariés qui avaient vécu cette période. Par ailleurs, si la pandémie de Covid-19 est appelée à rentrer dans l'histoire, il me semble que son histoire ne peut pas se passer de la parole de ces personnes-là, dont on a pourtant dit qu'ils ont fait tenir la société. Donc ma réflexion, elle cherche à réhabiliter le travail et la part du travail dans l'accroissement des inégalités opérées par la pandémie et les politiques qui ont été décidées pour tenter de la juguler.